Voilà, de retour sur le plateau et je sais que chaque jeudi, beaucoup de téléspectateurs attendent la rubrique psychologie de Aïda Mechri. Comme bien entendu, elle est là pour répondre à certaines interrogations. On la retrouve avec grand plaisir. Bonjour Aïda. Le plaisir est partagé. Grand bonjour. Comment ça va? Ça va, très très bien. Parfait. Alors aujourd'hui, vous allez parler d'hyperactivité à l'école. Hyperactivité. On a déjà évoqué ce phénomène, enfin cette pathologie peut-être, mais cette fois-ci à l'école, c'est différent. C'est différent et en présence d'une enseignante aussi, ça va donner un autre langage. Tout on va aborder les choses différemment. Voilà, alors on présente Madame Houria Salhi. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci. Vous êtes enseignante de sciences naturelles dans un CEM. Oui. Et on a eu l'occasion de vous recevoir déjà pour parler du diabète. Oui, effectivement, j'étais en présence du docteur Borafia et ça a donné un très bon écho. Parce que nos élèves, à partir du moment où ils ont vu l'émission, ben je vous assure qu'il n'y a pas eu beaucoup d'enfants qui achetaient des chocolats, des bonbons. Ils prenaient leur petit déjeuner surtout. Hein, c'est-à-dire que vous êtes, en plus de donner des cours de sciences naturelles, vous leur donnez aussi des conseils d'hygiène de vie, c'est ça? Bien sûr, c'est évident en science. Hein, c'est la science de la nature, donc... il faut. Il le faut. Voilà, alors avec 37 ans d'expérience, puisque vous avez 37 ans d'expérience dans l'enseignement, vous en avez vu des cas? Oui, bien sûr. D'hyperactivité? Oui. Oui, bien sûr. J'ai constaté que ces élèves-là n'avaient pas le même comportement que d'autres. Donc ça fait mal au cœur parce qu'ils sont trop... Déjà, ils sont trop sensibles. Ils bougent beaucoup en classe. Ils changent de place. Ils changent de place déjà. Et manque de concentration peut-être aussi. Oui, puis ils sont tout le temps agités. Surtout pendant la période des devoirs et des compos. Parce que pendant cette période-là, l'enfant ne se retient plus. Il cherche à copier, il cherche à bouger, il cherche à voir son copain, il cherche à sortir, il cherche la petite bête pour le professeur. Donc, comme j'ai beaucoup d'expérience dans ce domaine, donc je ne fais jamais sortir d'élèves. Même s'ils font des bêtises. Oui, il faut savoir gérer les cas. Alors Aïda, c'est vrai que c'est un cas particulier. L'hyperactivité, c'est vrai que dans le milieu familial, c'est peut-être gérable où les parents arrivent à gérer, mais à l'école, est-ce que c'est un autre cas aussi différent? L'un des critères pour pouvoir vraiment parler de l'hyperactivité, c'est que ça soit de la même manière à la maison, à l'école et probablement au quartier ou aux activités parascolaires. S'il y a une différence, s'il est plus calme chez la psychologue, plus calme chez les voisins, un peu plus turbulent à l'école, moins à la famille, s'il y a ce changement de comportement, on ne va pas parler d'hyperactivité parce qu'aujourd'hui, on va parler de l'éducation, on va parler du comportement, comment il bénéficie, comment il est en train de tirer un tout petit peu les bénéfices secondaires, tout ça. Si on parle de l'hyperactivité, c'est très important de souligner la pathologie en elle-même parce que c'est un trouble d'attention, déficit d'attention qui est marqué par un déséquilibre physique, souligné par une agitation extrême, là où l'enfant souffre. C'est une souffrance, c'est une maladie. C'est pas parce qu'il le veut. Peut-être qu'au sein donc, de la famille, il y a peut-être un problème, donc ça se répercute avec bien sûr ses amis à l'école. Il veut se faire remarquer quelque part. C'est pas ça, hein, pas uniquement ça. Hein. S'il s'agit de comportements, problèmes, tout ça, alors on va l'éliminer tout de suite de l'hyperactivité. Pourquoi? Parce que soit le problème psychologique, soit un problème physique. Il a mal quelque part, donc il bouge tout le temps, il supporte pas, il devient fragile, anxieux, tout ça. Non, c'est pas ça. C'est justement d'avoir une défaillance dans le système neurologique. C'est l'incapacité de pouvoir garder le regard et l'idée sur un objet particulier. Ça veut dire, s'il commence quelque chose, il ne finira jamais ce qu'il a commencé. Il ne peut pas s'asseoir, il ne peut pas contenir. Ça perturbe sa scolarité. Ça perturbe énormément parce que c'est un rythme plus avancé que sa compétence. Donc, il peut, oui, regarder la dame en face. Oui, mais en même temps, il fait attention à la porte, il écoute un tout petit peu un bruit, tout ça. Il sait que le collègue a pris un stylo, l'autre l'a crié. Donc, il peut être là, un peu partout, sur 3-4 axes en même temps. Alors, quelquefois, si les parents n'arrivent pas à déceler justement ce comportement qui n'est pas tout à fait un comportement normal pour un enfant, à l'école, peut-être que l'enseignant arrive à déceler cela et donc prévient les parents. C'est peut-être votre cas? Vous avez reçu comme ça des enfants? Oui, j'ai reçu des enfants comme elle a dit Madame la psychologue. Bon, tout ce qu'elle a dit, c'est vrai. Parce qu'il vous regarde et en même temps, sa tête, elle travaille ailleurs.
Donc, il ne se concentre jamais sur ses leçons. Jamais. Il cherche uniquement à le faire sortir. Il attend. Juste, il frappe son copain ou autre pour dire, voilà, j'ai fait quelque chose, j'attire votre attention, faites-moi sortir. Et puis, il souffre quand il est en classe. Il ne reste jamais son heure totalement assis comme ça, comme d'autres élèves. Et c'est très difficile pour l'enseignant. C'est très difficile de pouvoir gérer comme ça des enfants qui sont un peu plus turbulents que d'autres. Très agités même. Très agités. Alors, quand le professeur a beaucoup d'expérience et qui sait ce que c'est que l'hyperactivité, il est conscient du problème. Donc là, il gère bien sa classe, il essaye de chouchouter l'enfant, de lui parler, de lui expliquer qu'il doit changer d'attitude, que c'est mauvais, qu'il doit travailler et tout. Mais s'il n'a pas d'expérience, donc là, il y a un problème parce que le prof, qu'est-ce qu'il fait? Il le fait sortir carrément de sa classe. Il lui dit, écoute, tu bouges, tu me perturbes, tu me laisses pas travailler convenablement, donc sors de la classe. Il fait rater un cours. Et j'ai vu ça... de visu. Alors, justement, est-ce que le comportement d'un enseignant aussi très important quand il doit gérer l'enfant et la classe? C'est plus qu'important, mais c'est vraiment... il a un rôle, c'est-à-dire qu'il faut qu'il prévienne énorme. La famille. Pourquoi? Parce que la réussite scolaire, elle dépend un tout petit peu de la patience et des connaissances de l'enseignant. Un enseignant, c'est vrai que probablement que ça manque un tout petit peu, mais actuellement, ils sont en train d'améliorer les connaissances des enseignants, ils travaillent sur ça énormément. Un enseignant, il doit détecter, oui, les troubles d'hyperactivité chez les éléments, parce que, voilà, il y a quelque chose qui est de l'ordre de clinique, on a parlé tout à l'heure, qui n'arrive pas à gérer. La première des choses, un tout petit peu, c'est de veiller à ce qu'il soit au même rythme de l'élève. Donc, c'est pas un élève qui va savoir écouter, il va savoir dire les choses entre savoir-faire et vouloir vraiment le faire. Il y a un décalage énorme. Il comprend ici de quoi il s'agit, mais il n'a pas la capacité de le faire. Donc, c'est très important aujourd'hui que les enseignants accompagnent un tout petit peu par quoi. D'abord, c'est être au même rythme. Les enfants hyperactifs n'ont pas la capacité de faire deux actions en même temps. Ils n'ont pas la capacité d'écouter et d'écrire, par exemple, la dictée comme ça. Ils peuvent faire une seule action et courte. À ce moment-là, l'enseignant, au lieu de s'installer dans des discours comme ça, là où l'enfant il n'est pas très attentif au conseil, tout ça, il peut par exemple retirer un objet qui attire son attention, il peut être là à donner une consigne courte, début, fin, à expliquer surtout que ça c'est le début de l'activité, on va terminer dans tel temps, donc c'est début, fin, c'est le rassurer comment? C'est de l'encourager, le rassurer, de lui dire, ah ben c'est bien, c'est pas, t'as fait bien et on va essayer de voir pour mieux améliorer, il écoute mieux améliorer, donc je n'étais pas bon, donc il précipite. Il est très important, comme nous l'a dit Madame Salhi, de prendre quand même l'enfant de côté, essayer de lui parler, essayer de voir ce qui ne va pas. Mais bon, c'est pas toujours le cas, comme vous le disiez, les enseignants ne sont pas tous pédagogues peut-être dans leur façon d'approcher l'enfant. Alors contrairement aussi à d'autres comportements, on trouve aussi des enfants hyper calmes. Alors là, il y a une différence totale. Oui. Et là aussi, ça peut attirer aussi une curiosité. Oui, absolument. Hyper calme, timide, retiré, n'a pas la force de placer phrases, mots. Vraiment, c'est une autre pathologie en parallèle. Mais aujourd'hui, le bien, c'est un hyperactif, il est là, c'est de l'accompagner avec un enfant qui a le bon comportement. Voilà. Si je le mets avec un enfant hyperactif, intelligent, qui a la compétence comme ça d'accélérer, donc ça va créer une boum dans la classe. Si je le mets avec un enfant timide, il sera effacé, donc il va le bouffer carrément. Donc l'enseignant peut l'avancer, donc il peut le plus possible proche de lui pour qu'il puisse canaliser son énergie, comprendre et surtout être là pour accélérer ou freiner un tout petit peu les actions, mais surtout mettre dans son entourage un élément qui a le comportement juste pour qu'il puisse le calquer quelque part. Est-ce que vous avez eu des cas où justement des enfants ont été recadrés? Est-ce que les parents se sont rendus compte que peut-être il y avait un petit problème mais il a été pris en charge? Est-ce que ça se répercute ensuite sur les notes? Oui, bien sûr, parce qu'un hyperactif, il n'arrive même pas peut-être qu'à avoir sa moyenne, parce qu'il est complètement désorienté, il cherche que sortir, je sais pas quoi, s'amuser ou autre. Bon, là,
on peut le placer en première position, c'est-à-dire dans les premières tables, pour attirer son attention, pour être toujours à côté de lui, pour lui parler. Il faut dialoguer avec cet enfant. D'ailleurs, le problème est là. Il faut parler avec l'enfant, connaître ses problèmes d'ailleurs. Il a des problèmes, cet enfant. Donc, s'il est agité, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est vrai que dans une classe, vous avez toujours le plus sage, le meilleur élève, le perturbateur, mais le sympathique aussi. Il y a toujours un qui fait rire la classe, qui est là, mais ça fait partie d'un tout en fait. Mais on a essayé de placer, comme a dit Madame la psychologue, on a essayé de placer un hyperactif avec un bon élément pour le flasher soi-disant, mais ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné, au contraire, le bon élément... de se retrouver. Il proteste et il me dit pourquoi vous me mettez ce perturbateur à côté de moi ou autre et il me laisse pas travailler et tout. Ça n'a pas marché. Donc il faut le mettre en première table. Les premières tables, normalement c'est pour les hyperactifs, pour attirer leur attention, pour être à côté. Voilà, je suis à côté de toi, travaille, essaye de travailler. Il faut donner pour cet enfant parce qu'il a besoin d'aide. C'est un enfant en détresse. L'hyperactivité, c'est un enfant en détresse. Alors, on avait vu déjà l'hyperactivité, on avait vu que c'était aussi un cas pathologique. Hein. Donc, les enfants se font soigner quand c'est un cas vraiment extrême d'hyperactivité. Oui, c'est très visible. Parce qu'il ne faut pas faire d'amalgame entre un enfant turbulent et un enfant qui a besoin justement de suivi. Absolument. Et là, il y a deux axes qui se libèrent un tout petit peu. L'accompagnement pédagogique ou l'accompagnement thérapeutique dans... toute activité, dans la manière de le rassurer, dans ça, c'est chose. Mais il y a l'axe aussi médicamenteux qu'aujourd'hui, on le souligne, que ces enfants, s'ils s'ennuient... Souffrent. C'est des enfants qui souffrent, en fait. C'est une grande souffrance. S'ils s'ennuient, s'il y a de l'anxiété, s'ils n'arrivent pas vraiment à accrocher, probablement un traitement médicamenteux va apaiser un tout petit peu pour lui permettre quand même de s'intégrer. L'idéal, c'est quoi? Ce n'est pas d'éliminer, hein, c'est des traits de caractère qui vont rester très longtemps. Hein, mais l'agitation, certainement, va diminuer, mais l'impulsivité restera. Hein, c'est comme ça. Avant de lire la question jusqu'au bout et de comprendre le sens et de réfléchir, ils n'ont pas cette compétence. Donc, rapidement, la première phrase, voilà, c'est la première réponse et ça donne des déraillements. Mais le plus important, c'est de leur faire de banaliser un tout petit peu et de ne pas vraiment accentuer sur l'anxiété et l'angoisse qu'ils peuvent la vivre, mais de les rassurer, de leur permettre d'accepter simplement leur défaillance. Donc s'il comprend ce qu'il a, il peut gérer les choses. Il sait que il dit un arfif chouïa, ma femme un tout petit peu, mais c'est des traits de caractère qui peuvent l'accompagner à l'adolescence. Alors, les conseils qu'on pourrait donner justement aux parents et aux enseignants? Alors, aux enseignants, c'est un tout petit peu garder un cahier de coordination, un cahier de lien, là où ils peuvent tisser le lien avec les parents. Ils ne peuvent pas rester seuls. La première des choses, c'est de garder le lien, mais pas uniquement avec des remarques là où ça ne marche pas. Aussi, sur les bons points, les acquis. Hein, si l'élève, il marque beaucoup de choses, donc c'est très important de l'écrire et de le transmettre, parce que garder le message, c'est important. Gardez aussi un œil avec les professionnels, les pédopsychiatres, les thérapeutes, les psychologues, orthophonistes. Des fois, ça s'accompagne avec des troubles de langage. Et donc, ils travaillent en équipe, ça c'est pour les enseignants. Les parents, c'est tout un travail sur leur propre attitude, comment ils peuvent. C'est très difficile pour les parents. Les rassurer, les accompagner, mais surtout garder le calme. Punir, ça n'aide pas énormément, c'est plus fort qu'eux. Et même à l'école, ça n'aide pas, hein, la punition. Ça n'aide pas. Au contraire, c'est tout à fait le contraire. Il faut lui parler lentement, doucement, essayer de le comprendre, de l'écouter surtout. Il faut l'écouter. Parce qu'un enfant essaye de donner ce qu'il a. Au fond du cœur, il essaie de parler, mais si on l'écoute, déjà on le soulage. On le soulage déjà. Il sait qu'il y a quelqu'un qui est à côté de lui. Puis là, c'est le rôle du prof, normalement. C'est le rôle de l'enseignant et il donne un coup de main aux parents de la direction, aussi, puisque même en dehors des classes, il y a aussi la cour, les enfants, bien sûr le sport aussi. Là encore une fois, où l'enfant pourra être libre de ses mouvements. D'ailleurs, à 10h, quand ils sortent en récréation, ils cherchent toujours des coins
il joue avec des hyperactifs comme lui, hein, il prend pas des enfants calmes. Il cherche de se bagarrer, de leur enlever leur cartable ou autre. C'est une réaction. Voilà, c'est le vrai mot. Alors, peut-être que vous avez des souvenirs d'un hyperactif qui est devenu bien un enfant qui a plutôt un jeune homme ou une jeune fille. Eh ben oui. Ouais. Ben oui, et puis ils ont une bonne situation, ils travaillent, mais il en a fallu, hein. Il en a fallu. C'est pas facile, c'est un grand problème pour les parents. On parle plus de garçons, je sais pas pourquoi, mais bon, il y a les statistiques aussi, c'est surtout les garçons. Dans les statistiques, il y a plus de garçons que des filles, oui, dans les statistiques, mais on n'a pas des études comme ça bien sur précises. le terrain, oui. Très bien. D'ailleurs, dans nos classes, ce sont les garçons, hein. Peut-être 1% les filles, mais c'est surtout les garçons. Pour une fois, on échappe. Voilà, et surtout ces dernières années avec l'Internet et tout, c'est une catastrophe. Ils ne dorment pas la nuit. Minuit, 2 heures du matin, ils sont éveillés sur leur avec smartphone, tablette, etc. Et ça accentue peut-être. Voilà, c'est très mauvais pour les cellules nerveuses, c'est très mauvais. On le sait, on a beau leur dire, essayez de dormir par exemple à 9h ou à 10h, ils disent non, nous on connecte, nous, on a des amis, c'est le Facebook, c'est autre. Voilà. Et puis encore là en ce moment, c'est les vacances, ils peuvent profiter. Quand ils ne sont pas en classe d'examen, bien sûr. Non, mais ils le font tout le temps, c'est pas uniquement pendant les vacances. Si c'était les vacances, ça aurait été mieux. Haïda, on parlera prochainement, Inch'Allah, de vacances et comment est-ce que justement on peut préparer ces vacances, comment est-ce que les parents, les enfants arrivent à trouver un bon emploi du temps pour les vacances. Tout à fait. Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà, on est arrivé à la fin. Madame Salhi, merci beaucoup d'être venue nous parler donc de ce thème. Un dernier mot peut-être? Oui, enfin, je suis avec... je tends la main aux parents qui ont des enfants hyperactifs. C'est le vrai mot. C'est le vrai mot. Parce que c'est pas facile du tout d'avoir un enfant hyperactif. Que ce soit à la maison ou à l'école, ou je tends la main à ces parents-là. Très bien. Et je demande aux enseignants d'être avec eux. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes enseignante donc, de sciences naturelles, 37 ans d'expérience dans le domaine. Et puis, merci beaucoup d'être venue sur notre plateau. Haïda, merci à vous et également. À vous. À jeudi prochain. À jeudi prochain. Ou alors peut-être même avant, on va essayer de faire une rubrique avec vous pour les vacances. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà, on se donnera rendez-vous. On donnera bien sûr le rendez-vous. Okay. Bonne journée à vous et à très bientôt. On continue l'émission, je vous invite tout de suite à suivre ce reportage. On va parler d'astronomie dans un tout petit moment, mais avant, je vous invite à suivre ce reportage sur l'énergie solaire à Darar. Et c'est un reportage de notre journaliste